les problèmes de la vie chère, les problèmes du chômage, les problèmes des enfants, de leur éducation, de leur avenir. Je souhaite vous en parler, j'ai déjà commencé un peu ce matin à la radio et je continuerai au cours de la campagne. Mais ce soir, pour la première grande émission télévisée de cette campagne officielle, je vais vous parler quelque chose qui est sans doute plus difficile, mais qui me paraît dominer le reste. Parce que je crois qu'il faut bien s'en rendre compte. Nous sommes confrontés à un défi qui nous est imposé par une puissance étrangère, qui est l'Union soviétique. Ce défi est fantastique. C'est le défi du communisme. Il met en cause notre liberté en tant qu'être humain et en tant que Français. Saurons-nous le relever? De la réponse à cette question dépendent toutes les autres. Selon que nous serons libres ou pas, nous pourrons décider de notre avenir, nous pourrons décider des moyens et des politiques que nous voulons adopter ou nous ne le pourrons pas. Je pense par conséquent que c'est le débat qui devrait dominer cette campagne officielle. Et je crois qu'il faut qu'il soit posé. Je trouve d'ailleurs que M. Valéry Giscard d'Estaing est bien cavalier lorsqu'il écarte un revers de main les critiques qui peuvent lui être faites à ce sujet en disant « Comment osez-vous, en critiquant ma politique étrangère, vous abaisser la France ?» Et voyons, comment peut-il ainsi s'identifier à la France? Comment ne comprend-il pas que si je critique sa politique étrangère, ça n'est pas pour abaisser la France, au contraire. C'est parce que je pense que la politique qu'il mène conduit à un abaissement de notre pays. Oh, je ne dis pas du tout qu'il l'ait voulu, ni qu'il l'ait souhaité, ni même qu'il l'ait consenti. Je pense qu'il est plein de bonnes intentions. Mais je pense qu'il s'est trompé. Et je pense qu'il s'est trompé par orgueil. Il s'est cru plus intelligent que les autres, et en particulier plus intelligent que les autres chefs d'État. Il s'est fait des illusions. Il s'est fait des illusions sur la détente. Il s'est fait des illusions sur l'Europe. Il s'est fait des illusions sur le tiers-monde. Il a cru que la diplomatie était une affaire de relations personnelles, alors que c'est une affaire de relations de force. Il a cru que s'il était, lui, bien avec M. Brejnev, la France aurait une bonne politique pour la paix. C'est faux. Il a cru que s'il était, lui, bien avec M. Helmut Schmidt, la France aurait une bonne politique européenne. C'est faux. En tout cas, c'est insuffisant. Il a cru que s'il avait, lui, de bonnes relations avec tel ou tel chef d'État africain, la France aurait une bonne politique africaine. C'est faux. En tout cas, c'est insuffisant. M. Giscard d'Estaing n'a pas compris que les États sont des monstres froids, comme disait De Gaulle. Et il me fait parfois l'effet d'une libellule qui voudrait séduire des monstres froids. Alors il essuie des échecs, et il en est tout mari. Mais il ne faudrait pas que la France puisse en être atteinte, justement. Alors essayons de voir un peu ce qu'il en est ensemble. Tout est parti du rêve européen giscardien. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1974, le président de la République actuelle, qui est un intellectuel mathématicien, a pensé que la France était un pays trop moyen pour avoir un grand avenir, et que cet avenir se trouverait seulement dans un ensemble plus vaste qui devait être l'Europe. Il a pensé qu'il serait l'homme qui assurerait cette mutation historique entre la France française et la France européenne. Il a fallu 5 ans pour s'apercevoir de ce que chacun peut constater en un instant. C'est que les nations européennes sont liées par l'histoire, par des intérêts économiques, par la proximité géographique, mais que dans l'état actuel,
L'Europe se caractérise par le fait qu'un des principaux pays qui la constituent, l'Allemagne, est coupé en deux entre l'Est et l'Ouest. Et que du fait de cette situation, il n'y a pas de défense européenne possible, autonome. Pour l'instant, il y a la défense nucléaire française et puis les forces de l'OTAN. Et comme il n'y a pas de défense autonome, il n'y a pas de politique européenne indépendante. Alors bien sûr, il y a des réunions, il y a des sommets dans lesquels on prend des décisions, des intentions qui se traduisent en des communiqués. Alors on constate, on déclare que la situation en Pologne est très grave, et puis 6 mois après à Maastricht, on déclare qu'elle est extrêmement grave, on déclare que la situation au Liban est préoccupante, on propose pour le Moyen-Orient des solutions qui n'ont aucune chance d'aboutir puisqu'aucun des intéressés n'en veut. Mais de position dure et exigeante sur un problème aigu, jamais. Parce que ça n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas de défense indépendante. Alors qu'est devenue l'Europe pour nous? Eh bien, c'est devenu une alliance franco-allemande, je devrais plutôt dire germano-française, dans laquelle nous emboîtons le pas constamment à M. Helmut Schmidt. Alors je ne conteste pas du tout la nécessité de rapports étroits avec l'Allemagne, mais il est bien évident que nous n'avons pas les mêmes nécessités politiques. L'Allemagne, puisqu'elle est partagée, est perpétuellement tirée entre deux nécessités, son souci d'appartenir au monde libre et la nécessité d'entretenir de bonnes relations avec l'Union soviétique pour avoir de bonnes relations avec l'Allemagne de l'Est. Nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Nous n'avons pas du tout les mêmes nécessités de ce qu'on a appelé l'Ostpolitik. Et nous n'avons pas du tout à subir les mêmes pesanteurs. Or, nous les subissons. Et cela nous entraîne à des positions qui ne sont pas des positions de force dans les relations Est-Ouest. Car voilà quel est le chapitre essentiel. Ce qu'on appelle les relations Est-Ouest, ce sont les relations capitales pour le monde occidental, entre le monde libre et l'Union soviétique et les pays qui dépendent de l'Union soviétique. Alors là, il y a une donnée de base qu'il ne faut jamais oublier. L'Union soviétique n'est pas un pays comme les autres. Depuis la révolution communiste, c'est un pays qui a comme objectif avoué, officiel et déclaré la conquête du monde, et la conquête du monde pour une idéologie. La conquête du monde pour le communisme. Alors dans cette conquête, il faut bien savoir que ni les hommes, ni le temps ne comptent. Ni les morts ne comptent, ni les victimes ne comptent, ni les dirigeants ne comptent. Ils n'ont aucune espèce d'importance. Si les États sont des monstres froids, l'Union soviétique est un monstre froid parmi les monstres froids. Elle n'est pas dirigée par des hommes, elle est dirigée par un bureau politique. Et penser que parce qu'on a des conversations avec tel ou tel, on peut avoir une situation privilégiée, c'est une illusion et une illusion coûteuse. Alors depuis des années, depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis Cuba en 1962, les relations Est-Ouest sont dominées par une idée qu'on a appelée la politique de la détente. Qu'est-ce que c'est que la politique de la détente? Eh bien, c'est quelque chose de très ambigu et d'ailleurs de très changeant. Au départ, le général de Gaulle avait pensé que la fin de la guerre froide permettrait des échanges économiques et politiques entre l'Est et l'Ouest, et à la faveur de ces échanges, permettrait de réveiller les nationalismes, la vigueur des États qui avaient été annexés par l'Union soviétique après la Deuxième Guerre mondiale. Cette conception de la détente, elle est morte à Prague en 1968. Il a été clair à cette date que la fin de la guerre froide n'entraînait pas pour les soviétiques l'acceptation de ce que l'on a appelé la détente idéologique. Et si cela était nécessaire, nous en aurions une deuxième preuve actuellement en Pologne.
Alors la détente, après Prague, a pris un aspect plus technique. Du temps de Nixon et Pompidou, la détente a consisté en des échanges économiques dans les intérêts réciproques de l'Est et de l'Ouest et dans un système de vigilance. Mais surtout, dans une situation d'équilibre international où l'Ouest était plus fort que l'Est. Et ça, c'est capital. Parce que la détente, c'est une bonne politique quand on est le plus fort. Et ça n'est pas une bonne politique quand on est le plus faible. Quand on est le plus faible, ça s'appelle la collaboration. C'est tout à fait différent. Et ça, M. Giscard d'Estaing ne l'a pas compris. Et lorsqu'il est arrivé aux affaires, il a cru que la détente économique, que les échanges économiques et politiques pourraient entraîner un rapprochement entre les deux blocs. Alors nous sommes allés à Helsinki. À Helsinki, nous avons accepté de céder aux revendications anciennes de l'Union soviétique et à partir de là, tout a été noué. Nous avons donné aux soviétiques la possibilité d'engranger et d'avancer. Et ils l'ont fait. Ils se sont réarmés. Ils ont envahi l'Afghanistan et ils ont avancé dans deux directions qu'ils ont très clairement définies. Le Golfe pour nous priver du pétrole et l'Afrique par Libyens et Cubains interposés pour nous priver des matières premières. Et qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, M. Valéry Giscard d'Estaing est allé à Varsovie. Alors il nous dit maintenant, j'ai dit des choses très importantes à Varsovie, mais ça n'est pas le problème. Ce qui s'est dit à Varsovie, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est versé dans les archives que nous pourrons lire dans 30 ans n'a aucun intérêt. Le fait politique, ce n'est pas le contenu de la conversation, c'est le fait d'aller à Varsovie. C'est le fait qu'après une invasion déclarée inacceptable, le chef d'État d'un des pays champions de la liberté se rende dans une démocratie populaire, rendre visite à l'agresseur sous la garde des autorités militaires soviétiques. Ça, c'est un fait qui a une double signification. D'une part, nous nous sommes désolidarisés avec le monde libre, et d'autre part, nous avons accepté ce que nous avions déclaré inacceptable. Alors, qu'aurait-il fallu faire? Eh bien, il aurait fallu faire exactement l'inverse. Il aurait fallu réunir autour de nous nos alliés, même si ceux-ci étaient parfois affaiblis, désunis et hésitants. Il aurait été de notre devoir de leur donner force, courage et unité, pour que le monde libre puisse parler d'une seule voix et dire ce qui était permis et ce qui était défendu, et que ce qui était défendu serait sanctionné. Nous ne l'avons pas fait, je le regrette. Mais maintenant, nous sommes à nouveau dans une situation qu'il faudrait exploiter. Si j'étais en charge de ce pays, je consulterai d'abord mes alliés européens, puis je rencontrerai M. Reagan. Car la France est actuellement dans une situation de force par rapport aux États-Unis, mais elle ne le sera pas éternellement. Les États-Unis qui se sont redressés ont besoin en Europe d'un allié sûr et indépendant. Nous sommes la seule nation européenne à pouvoir être cet allié. Depuis que le général de Gaulle nous a fait sortir de l'OTAN et qu'il nous a dotés d'une force de dissuasion nucléaire autonome, nous sommes un pays adulte. Nous sommes un pays qui est sans doute plus faible économiquement ou militairement que les États-Unis, mais qui lui est égal politiquement. Nous n'avons rien à prouver au regard de notre indépendance. Nous sommes capables de discuter d'égal à égal avec qui que ce soit, y compris avec M. Reagan. Et si actuellement il a besoin de nous, nous sommes dans la situation où nous devons discuter les termes d'une nouvelle alliance, dont la base serait une entente sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire la défense du monde libre, la défense des valeurs dans lesquelles nous croyons, qui nous sont supérieures et que nous sommes chargés de défendre. Et si nous établissions un accord sur ces bases, alors nous pourrions négocier avec notre partenaire américain des accords dans lesquels
nos intérêts économiques, militaires, stratégiques et politiques seraient respectés. Voilà la politique qu'il faudrait mener. Vous savez, non seulement la politique est une question de relation de force, mais lorsqu'on est dans une situation de force, même relative, comme celle que je viens d'évoquer, il faut l'exploiter. C'est cela la vie politique, comme la vie tout court. Alors voilà, je crois, quels devraient être les choix qui devraient être posés à notre pays. Car c'est d'eux que dépendent tous les autres. C'est très gentil de proposer des plans pour le redressement de l'économie. Comment ferons tous, nous, si nous dépendons de l'Union soviétique pour le gaz, et si les agissements de M. Kadhafi, qui galope en liberté, nous privent de matières premières africaines? Comment ferons-nous? Comment ferons-nous pour nous approvisionner? Et à qui vendrons-nous? Ces choses-là ne se règlent pas à l'intérieur de l'Hexagone, elles se règlent dans le monde. Soyons ouverts sur le monde, c'est la vocation de la France. Ce pays n'est grand que s'il est tourné vers l'extérieur, s'il voit son avenir et s'il le construit. C'est son intérêt à lui, c'est l'intérêt des autres, et c'est, à mon avis, ce qui devrait être le fond du débat qui nous occupe actuellement. Car c'est le destin de notre pays pour les années qui viennent. C'est cela qui est important. Et c'est cela dont on ne vous parle pas, ou dont on vous parle avec des mots de suffisance. Les Français sont des citoyens, et non pas des sujets. Ils ont le droit de choisir leur destin, et ils doivent le choisir en connaissance de cause. Ils choisiront celui qu'ils voudront. Mais on doit leur donner le choix. En tout cas, en ce qui me concerne, j'estime qu'il est de mon devoir de m'y employer autant que je pourrai.